René Descartes, je pense, donc je suis. René Descartes voit le jour près de Tours en 1596 et suit ses études chez les jésuites au Collège royal de la Flèche. De santé fragile, il est obligé de passer beaucoup de temps alité, une posture favorisant la réflexion. Dès 16 ans, il se consacre aux mathématiques, à la philosophie scolastique, mais interrompt cette activité pour prendre part à la guerre de 30 ans au service du duc Maximilien de Bavière. Il quitte l'habit militaire pour s'installer d'abord à Paris, puis aux Pays-Bas où il passera pratiquement le reste de son existence. En 1649, il est invité à la cour de la reine Christine de Suède. Contre ses habitudes, il est contraint de se lever tôt. On pense que ce nouveau régime et le climat froid et humide de la Suède sont à l'origine de la pneumonie qui l'emporte en 1650. René Descartes a vécu dans la première moitié du XVIIe siècle, une période marquée par les progrès rapides de la science. Fondée sur l'observation minutieuse et le raisonnement par induction, la méthode d'expérimentation élaborée par Francis Bacon avait fourni à la science un outil d'investigation du monde d'une puissance incomparable. Descartes partageait l'optimisme de Bacon, mais pour d'autres raisons. Pour Descartes, la science est avant tout le moyen de développer notre connaissance et notre compréhension du monde. Durant la Renaissance, un certain scepticisme s'était fait jour à l'endroit de la science et de la possibilité même de parvenir à une véritable connaissance. Cette attitude prévalait toujours à l'époque de Descartes, et l'un des objectifs majeurs du projet cartésien consistait précisément à dégager la science, une bonne fois pour toutes, des entraves du scepticisme. Dans ses Méditations métaphysiques, son ouvrage le plus achevé et le plus rigoureux sur la métaphysique, l'étude de l'être et de la réalité, et l'épistémologie, l'étude de la nature et des limites de la connaissance, Descartes s'emploie à démontrer que la connaissance est possible même en partant du doute le plus extrême. À partir de là, la science peut s'édifier sur de bonnes bases. Les méditations sont écrites à la première personne, car il ne s'agit pas pour Descartes d'avancer des arguments à l'appui ou à l'encontre de telle ou telle proposition. Sa démarche consiste à guider le lecteur tout au long du chemin qu'il a lui-même emprunté. Le lecteur est ainsi amené à se placer dans la même posture de méditation que lui, à suivre le même cheminement de pensée que lui, et à découvrir la vérité de la même façon qu'il a lui-même découverte. Pour parvenir à des certitudes solides et durables, deux attributs indispensables à toute connaissance, Descartes a recours au doute méthodique. Cette méthode consiste à écarter toutes les certitudes ou croyances qui peuvent inspirer quelque doute que ce soit, même un doute infime. Le but de Descartes est de montrer que même si l'on adopte une posture de scepticisme absolu, même si l'on doute de tout, on peut malgré tout parvenir à la connaissance. Ce doute poussé à l'extrême, hyperbolique, est excessif et n'est utilisable que comme un outil philosophique. Comme Descartes le note, aucune personne sensée n'a jamais douté de ces choses. Descartes commence par soumettre ses certitudes à l'épreuve d'un scepticisme de plus en plus radical. Peut-on être sûr que quoi que ce soit existe ? Se pourrait-il que le monde que nous connaissons ne soit qu'une illusion ? Nous ne pouvons nous fier à nos sciences. Ils nous ont tous trompés un jour ou un autre, mais nous ne pouvons les tenir comme un moyen sûr de parvenir à la connaissance. Et si le monde qui nous semble réel n'était qu'un rêve ? C'est parfaitement possible, nous dit Descartes, puisque rien ne permet de distinguer de façon certaine le sommeil et l'état de veille. Même s'il en était ainsi, cependant, certaines vérités comme les axiomes mathématiques ne demeureraient-elles pas indubitables ? Mais même ces vérités-là ne sont pas certaines, car Dieu, qui est tout-puissant, pourrait nous tromper à leur sujet. Mais si nous tenons que Dieu est bon, il est possible qu'il nous ait créés de telle sorte que notre raison soit portée à l'erreur. Ou peut-être que Dieu n'existe pas, auquel cas il est d'autant plus probable que nous soyons des êtres imparfaits, puisque nous ne serions que le fruit du hasard, susceptibles d'être trompés en permanence.
Parvenu à ce degré d'incertitude, Descartes invente un procédé astucieux pour éviter de retomber dans les opinions préconçues. Il imagine un puissant démon, un malin génie, qui aurait décidé de le tromper sur tout. Il passe à nouveau en revue toutes les convictions qu'il peut avoir. Le malin génie aurait-il la possibilité de me faire croire cette chose alors qu'elle est fausse? Si la réponse est oui, alors cette conviction doit être tenue pour douteuse. À cet instant, Descartes semble arriver à une impasse. Rien n'échappe au doute hyperbolique. Il n'a plus aucune base solide à laquelle se raccrocher et se décrit lui-même comme emporté par un tourbillon de doutes universels, incapable de reprendre pied. Le scepticisme a tout balayé. Il lui paraît impossible de faire le chemin inverse vers la connaissance et la vérité. C'est alors que Descartes réalise qu'il existe au moins une certitude dont il ne peut douter, celle de sa propre existence. Chacun de nous peut au moins penser ou affirmer cela. Je suis, j'existe. Et quand nous pensons ou disons cela, nous ne pouvons nous tromper. Lorsque Descartes soumet cette certitude à l'épreuve du malin génie, il réalise que le démon trompeur peut lui faire croire qu'il existe à la seule condition qu'il existe bel et bien. Comment pourrais-je douter de mon existence, puisque dès lors que je doute, j'existe? Cet axiome, je pense, j'existe, constitue la certitude première de Descartes. Il l'avait déjà exprimé dans une œuvre antérieure. Le discours de la méthode, sous la forme célèbre « je pense donc je suis », mais il l'énonce différemment dans les méditations, en supprimant la conjonction « donc », qui fait apparaître la proposition comme une prémisse suivie d'une conclusion. Descartes veut que le lecteur, le « je » qui médite, réalise ceci. À l'instant même où je doute, je sais que j'existe. Cette vérité s'impose de façon immédiate. C'est une intuition directe et non la conclusion d'un raisonnement. Bien que Descartes ait reformulé sa proposition pour la rendre plus claire, son énoncé antérieur, « je pense donc je suis », était si saisissant qu'il a marqué les esprits. De sorte qu'aujourd'hui encore, on parle de cogito pour désigner la certitude première. Notons que saint Augustin a recouru à un argument très proche dans la Cité de Dieu. « Puisque je me trompe, j'existe », signifiant par là que s'il n'existait pas, il ne pourrait pas se tromper. Mais saint Augustin n'exploite guère cette proposition, à laquelle il est d'ailleurs parvenu par un cheminement tout à fait différent de celui de Descartes. Mais à quoi peut servir une certitude unique? Le raisonnement logique le plus simple, le syllogisme, est formé de deux prémices et d'une conclusion. C'est l'exemple classique. Tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. On ne peut donc aller nulle part en partant d'une seule certitude vraie. Mais Descartes ne cherche pas à atteindre de telles conclusions à partir de sa certitude première, ainsi qu'il s'en explique. Archimède, pour tirer le globe terrestre de sa place et le transporter en un autre lieu, ne demandait rien qu'un point qui fût fixe et assuré. La certitude de sa propre existence est pour Descartes l'équivalent du point d'appui d'Archimède. Elle lui permet d'échapper au tourbillon du doute, lui fournit enfin une prise solide à partir de laquelle il va pouvoir entamer son ascension qui l'amènera du scepticisme à la connaissance. La certitude première joue un rôle crucial dans sa démarche, mais elle ne fonde pas son épistémologie. Si la certitude première a pour rôle essentiel d'être ce point d'appui de la connaissance, Descartes constate tout de même qu'elle nous apprend quelque chose par elle-même. Car savoir que je pense est indissociablement lié avec la certitude que j'existe. Le fait que je pense est lui aussi une chose dont je ne puis douter, puisque le doute est une forme de pensée. Dès lors même que je doute, que je pense, je suis en train de penser. Descartes et son lecteur sait désormais qu'il existe et qu'il pense, qu'il est par conséquent une chose qui pense. Cependant, Descartes précise bien que c'est là tout ce qu'il peut tirer de sa certitude première. Elle ne lui permet en aucun cas d'affirmer qu'il est uniquement une chose pensante, un esprit, pas plus qu'elle ne lui donne le moyen de savoir ce qu'il pourrait être en plus,
un objet physique qui serait également capable de penser, ou quelque chose d'autre encore dont il n'a pas encore la moindre idée. À ce stade de ses méditations, il sait seulement ceci. Je ne suis donc, précisément parlant, qu'une chose qui pense. Ce n'est que dans sa 6e méditation qu'il parvient à la conclusion que l'âme et le corps sont des choses distinctes, car de substances différentes. La certitude première a fait l'objet de nombreuses critiques d'auteurs qui estiment que l'approche sceptique de Descartes est biaisée dès le départ. Ainsi, on lui reproche l'usage même qu'il fait du mot « je » dans sa formulation « je suis, j'existe ». Même si Descartes ne peut qu'avoir raison lorsqu'il dit qu'il y a pensée, comment sait-il qu'il y a un penseur? Autrement dit que cette pensée émane d'une conscience unique et singulière. Qu'est-ce qui lui permet d'affirmer qu'il existe quelque chose derrière cette pensée? À vrai dire, il paraît difficile d'imaginer qu'une pensée puisse exister sans penseur, flottant dans les airs en quelque sorte, et pour Descartes, la chose est inconcevable. Si néanmoins on est d'un avis contraire et que l'on estime qu'un monde de pensée sans penseur est réellement possible, alors effectivement on peut dire que Descartes ne parvient pas à prouver qu'il existe et n'établit pas sa certitude première. L'existence de la pensée ne constitue pas ce point d'appui fixe qu'il recherchait. L'ennui, c'est que dans un monde sans penseur, où la pensée flotterait dans les airs, il n'y a pas de raisonnement possible. Pour raisonner, il faut relier des idées ensemble d'une façon particulière. Si Pierre pense « tous les hommes sont mortels » et Paul pense « Socrate est un homme », ni l'un ni l'autre n'en peuvent conclure quoi que ce soit. En revanche, si Jacques a ces deux pensées, alors il peut en conclure que Socrate est mortel. Si les deux idées « tous les hommes sont mortels » et « Socrate est un homme » flottaient détachement dans les airs, c'est un peu comme si elles étaient pensées par deux personnes différentes. Pour qu'il y ait raisonnement, il faut qu'elles soient reliées entre elles et articulées comme il convient. Bref, assigner leurs pensées à autre chose qu'à un penseur, les assigner par exemple à un lieu ou à un temps, ne marche pas. Puisque le raisonnement est possible, Descartes peut à bon droit en conclure qu'il y a un penseur. Des philosophes modernes nient que la certitude première de Descartes, la certitude de sa propre existence, apporte ce qu'il en attend. Ils considèrent que le « j'existe » n'a aucun contenu. Il se réfère simplement au sujet, mais il n'en dit rien qui soit significatif ou important. Il se borne à le désigner, c'est pourquoi il n'y a rien à en tirer et la démarche cartésienne est vaine dès le début. Ces critiques semblent négliger le fait que Descartes n'utilise pas la certitude première comme un prémisse, dont il déduit d'autres choses. Tout ce dont il a besoin, c'est de mettre la main sur le quelque chose qui subsiste dans le néant universel du doute. Ainsi, même si le « j'existe » ne désigne pas celui qui médite, il lui permet d'échapper au doute. À ceux qui considèrent que Descartes déduit du fait qu'il pense le fait qu'il existe, il faut objecter que la certitude première est une intuition immédiate et non le fruit d'un raisonnement. Mais en quoi y aurait-il problème si Descartes l'avait présenté comme une déduction logique? Il est vrai que la formulation « je pense » donc « j'existe » a l'apparence d'un syllogisme auquel il manquerait le prémisse majeur. Pour que ce syllogisme soit complet, il faudrait rajouter cette prémisse qui serait « tout ce qui pense existe ». Il arrive qu'on ne formule pas l'une des prémisses d'un syllogisme lorsqu'elle est considérée comme évidente. C'est ce que l'on appelle un antimème. Des destructeurs de Descartes font valoir que cette prémisse sous-entendue n'a rien d'évident. Ainsi, le personnage de Hamlet dans la pièce de Shakespeare pense « ô combien » et pourtant il est bien certain qu'Hamlet n'existe pas. Il est donc faux de dire que tout ce qui pense existe. On peut répondre que Hamlet pense dans le monde fictif de la pièce, mais qu'il existe également dans ce monde fictif. C'est dans le monde réel qu'il n'existe pas. Sa réalité et sa pensée sont liées au même monde. Mais pour les critiques de Descartes, c'est là le problème, le fait de savoir qu'un dénommé Hamlet pense, et n'en savoir que cela, ne nous assure nullement de son existence dans le monde réel. Pour savoir s'il existe réellement,
nous devons savoir s'il pense dans le monde réel. Bref, savoir que quelque chose ou quelqu'un, un dénommé Hamlet ou un dénommé René Descartes, pense ne suffit pas à prouver son existence réelle. C'est précisément pour surmonter ce dilemme que Descartes emploie le je tout au long de ses méditations, pour qu'elles soient lues à la première personne. Je ne peux savoir si Hamlet pense et donc existe dans un monde réel ou dans un monde fictif. En revanche, je ne peux éprouver ce dilemme à propos de moi-même. Descartes voulait conférer à la philosophie la certitude des mathématiques sans recourir à quelque dogme ou argument d'autorité que ce soit, afin de fonder la connaissance sur des bases rationnellement solides. La distinction qu'il opère entre l'esprit et le corps, qu'il expose dans sa 6e méditation, est également bien connue. Pour lui, le corps et l'esprit sont deux substances distinctes, l'une matérielle, l'autre immatérielle, mais elles peuvent néanmoins interagir l'une sur l'autre. C'est toutefois la rigueur de sa pensée, son refus de s'en remettre à quelque a priori que ce soit, qui constitue son legs le plus important. Citation. Nous devrions déterminer à quel type de connaissance la raison humaine peut atteindre avant que nous ne tentions d'acquérir la connaissance de choses particulières. Quand quelqu'un dit « je pense, donc je suis », il reconnaît cette vérité comme quelque chose d'évident par une simple intuition de l'esprit. Cette proposition « je suis, j'existe » est nécessairement vraie toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. Je supposerais donc qu'il y a un certain mauvais génie, non moins rusé et trompeur que puissant, qui a employé toute son industrie à me tromper. Il est nécessaire qu'au moins une fois dans votre vie, vous mettiez en doute autant que faire se peut toute chose.